fin prête à nous proposer des réponses. Je lui cède la parole sans plus tarder. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, permettez-moi de dire, comme vous le voyez, nous avons retiré des enseignements sur le fonctionnement du comité. Chaque jour, nous avons donc retiré bien des enseignements. Cela dit, je pense que la raison de notre présence ici est de partager avec les comités certaines réalités du contexte dans lequel nous fonctionnons, le temps nous le permettant. Certaines questions seront abordées par la suite, mais je vais poursuivre les réponses orales en commençant par les questions posées par M. Politi. S'agissant des détentions illicites par les forces rwandaises, par force de loi, la force rwandaise ne détient pas. C'est la police qui a l'autorité, selon la loi, d'arrêter et d'appréhender des officiers militaires qui ne respectent pas la loi. Nous avons une prison militaire où ces personnes sont détenues pendant le procès. Et pendant le terme imposé, des casernes militaires ne sont pas le lieu d'interrogation. Aucune personne n'est emprisonnée sur place. J'aimerais aussi apporter une précision, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'endroit au Rwanda ou à Kigali, connu sous le nom de Shekatsinya. Les cas spécifiques de Mutawazi et des cas mentionnés font état de particuliers qui sont détenus légalement suite à des procès publics qui ont respecté tous les principes de procédure équitable et 2 personnes ont été exécutées. Ces 2 processus ont été exécutés par processus équitable. La sentence était coupable et ils servent donc leur sentence. Le public est capable et libre de leur rendre visite. S'agissant du cas d'André Ousereka et de Denis Semadwinga, ces 2 particuliers ont été tués dans des circonstances peu claires. Des enquêtes par la police rwandaise se poursuivent dans ces affaires. Regrettablement, il n'y a pas suffisamment d'informations pour l'heure pour faire avancer ces affaires. S'agissant du meurtre de la mort de Charles Kekavere et de Charles, le gouvernement a tenté par le biais de voies diplomatiques de se pencher sur les événements qui ont mené à la mort, mais nous n'avons pas reçu d'informations conclusives à cette affaire. Il en va de même en ce qui concerne la tentative de meurtre contre M. Kayassa. Il faut comprendre qu'il y a une limite à ce que peut faire le gouvernement pour prévenir ce qui se passe en dehors du territoire rwandais. S'agissant de la question sur la prévention de la torture et du mauvais traitement, je l'ai dit dans ma déclaration liminaire hier, Monsieur le Président, le gouvernement du Rwanda a une tolérance zéro vis-à-vis de la torture, notamment en ce qui concerne ce qui a été dit précédemment. Les casernes ne sont pas un lieu de détention et personne n'est détenu ou interrogé sur place. S'agissant du centre de transit de Nikono, il ne s'agit pas d'un lieu de détention, mais plutôt d'un lieu où il y a la réinsertion des auteurs de délits pour qu'ils aient une nouvelle chance à la vie. Cela est conforme aux paramètres dans ce domaine. Il y a d'autres centres de transit comme Tagata. Les enfants y sont pris pour réinsertion. Ni Tagata
offre une école primaire et secondaire pour permettre aux mineurs de poursuivre leur éducation et de remettre leur vie sur la voie, sur la bonne voie. Monsieur Iwasawa a posé des questions s'agissant du groupe d'experts des Nations Unies et de son rapport. L'annexe 109 sur la cote S-bar 200-2014-42 sur l'expulsion, l'article 16, paragraphes 2 et 5 garantit que les individus ne sont pas extradés lorsqu'ils sont en danger de torture et lorsqu'il y a une peine qui doit être appliquée, l'extradition. Et cette loi d'extradition, à l'article 16, prévoit qu'une extradition peut se produire lorsqu'il y a une garantie pour cette personne au sein du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi, il peut y avoir aussi appel pour extradition et cela peut faire l'objet d'une réponse avant que l'extradition puisse être ordonnée. Cela se produit dans les centres de détention puisqu'il n'y a pas d'autre lieu pour le faire. Néanmoins, les mêmes normes internationales pour le traitement de prisonniers s'appliquent à tous les prisonniers du Rwanda, s'appliquent également à ces individus. En particulier, les personnes qui n'ont pas été poursuivies sont placées dans des prisons pour servir leur sentence. Pour répondre à la question de Sir Nigel Rodley, le projet de loi productif a été rédigé par le Parlement et est actuellement débattu par la Chambre des députés. Ce projet, dans sa forme actuelle, ne fait pas état de limiter les droits d'avortement, mais nous continuerons de suivre son évolution et veillerons à ce que cela ne régresse pas par rapport à la position de 2012. En conclusion, Monsieur le Président, des réponses écrites seront fournies suite aux questions posées par le comité, ainsi que des réponses à toute autre question qui n'ont pas été l'objet d'une réponse. Je remercie le chef de délégation. Nous allons passer à l'examen de la deuxième partie de la liste de questions et des questions de suivi ensemble. Je dois rappeler également que la question 13 n'a pas fait l'objet d'un débat et ainsi nous allons aborder ce thème. Je vais maintenant céder la parole à M. Verdera Sivelli. Vous avez la parole. Merci. Je salue la délégation. Je remercie la délégation de ces questions. Et bien sûr, j'ai pris bonne note que certaines réponses seront fournies plus tard par écrit. Permettez-moi très brièvement de passer à un suivi en 2 points, puis je passerai à la deuxième série de questions. Tout d'abord, s'agissant de la violence à l'encontre des femmes, je prie la délégation de bien vouloir faire des commentaires sur la loi qui semble imposer des sanctions aux victimes, par exemple, si elles refusent de témoigner. Si la victime, par fait porte plainte vis-à-vis de ces violences, mais refuse de témoigner, il semblerait que la loi impose une sanction à la victime. J'aimerais beaucoup entendre les réponses vis-à-vis de ce commentaire pour savoir si cette information est d'abord correcte et si c'est le cas, est-ce que cela n'empêche pas justement à ces victimes de porter plainte aux autorités compétentes par crainte de sanctions au cas où
ces personnes refusent de témoigner pour une raison ou une autre ou ne sont pas en mesure de prouver. Donc, j'apprécierais davantage de renseignements à ce sujet. Deuxième question à présent, s'agissant maintenant des mesures de protection. J'ai remarqué que des mesures de protection ont été évoquées. Ce qui n'est pas clair, hein, c'est de savoir comment elles sont appliquées et comment cela est utilisé dans le cas des victimes de violences sexistes ou de violences domestiques. Y a-t-il des mesures de protection, protectives pour ces victimes? Y a-t-il des soins particuliers ou autres? En ce qui concerne maintenant les sanctions corporelles pour les enfants, le rapport prêtait à confusion, je pense. Vous avez indiqué que cela n'est pas autorisé, que cela a été aboli dans les institutions publiques, écoles, etc. Toutefois, certaines dispositions permettent certaines mesures correctives ou des punitions pour les enfants. Un exemple a été utilisé de travail dans un jardin pour une punition pour un enfant dans les écoles ou les maternelles. J'aimerais beaucoup en savoir plus à ce sujet. Y a-t-il des directives pour ceux qui appliquent ces punitions? Quelles formes de punitions sont utilisées donc pour éviter toute sanction excessive et entravant les droits de l'enfant? En outre, le travail obligatoire comme punition est-il conforme aux directives de la Convention? Passons maintenant à la deuxième série. La première question porte sur la question 13. J'aimerais davantage de renseignements sur les efforts consentis par le gouvernement dans ce domaine. Certaines évolutions positives ont été mises en place en ce qui concerne les prisonniers. La surpopulation a reculé dans les centres de détention à hauteur de 40%. Néanmoins, nous avons très peu de chiffres. Les chiffres proposés est un recul de 105% dans les prisons. Donc, il y a encore surpopulation, mais en moindre mesure. C'est particulièrement le cas pour les libertés surveillées. Des améliorations ont été faites dans les centres de détention, néanmoins, des problèmes demeurent, notamment dans les centres de détention, qui sont fréquemment décrits comme durs, voire menaçant la vie. L'État partie reconnaît des problèmes dans ce domaine, notamment. En ce qui concerne la surpopulation et le manque d'alimentation dans ces centres, des rapports ont été présentés sur l'assainissement approprié, suffisant. J'aimerais que les délégations partagent des informations sur ce qui est prévu pour améliorer les centres de détention, mais aussi les centres militaires, policiers et de détention. Malheureusement, malgré les demandes du comité, le rapport manque de données statistiques sur les enfants détenus et ceux qui sont détenus dans des centres de détention policiers ou militaires avant les procès. Donc, il serait très utile d'obtenir des renseignements à cet égard. Je remarque que tous les efforts sont déployés pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de relation entre les détenus en détention avant les procès et les prisonniers. Néanmoins, il semblerait que de tels échanges se produisent encore. J'aimerais encore demander aux délégations de bien vouloir partager des renseignements qui expliquent
cela? Est-ce que cela est dû à la surpopulation ou au manque de contrôle? La surveillance des centres de détention semble rester un problème grave. L'Ombudsman et la Commission nationale des droits de l'homme ont tous les deux le droit de surveiller les centres de détention et, sauf erreur, de si des personnes sont détenues avant les procès, plus longtemps que la sentence imposée, la loi donc permet à ces personnes d'être détenues. Le ministre de la Sécurité intérieure inspecte les prisons régulièrement, prend des mesures pour améliorer la capacité de son personnel et augmenter la capacité du personnel afin de surveiller les conditions de droits de l'homme. En revanche, aucune information ne figure sur les résultats de telles entreprises. J'apprécierais donc davantage de renseignements à cet égard. Est-ce que cela a remporté quelques succès? Combien de visites ont été organisées, par exemple, pour l'ombudsman et le commissaire? Quelles sont les recommandations? Le cas échéant, combien de détenus ont été en mesure de porter plainte auprès du ombudsman ou autres autorités compétentes et combien de plaintes ont fait l'objet d'inspections qui ont abouti? Passons maintenant à l'efficacité des mécanismes de plainte. Certaines préoccupations ont été soulevées. Des plaintes ne sont pas faites par les détenus et prisonniers par peur de représailles. Bien qu'on indique qu'il y ait un suivi indépendant par des ONG et des organisations des droits de l'homme, ainsi que le comité de la Croix-Rouge, le comité international de la Croix-Rouge qui organise des visites, on indique que le gouvernement restreint l'accès à certains prisonniers dans bien des rapports. On indique que les détenus sont détenus dans des centres de détention secrets et des installations militaires. Je suis conscient de la position du gouvernement sur l'état des choses et le gouvernement renie cette allégation. Néanmoins, les observateurs internationaux n'ont pas été autorisés à visiter ces lieux soupçonnés d'être utilisés comme centre de détention au secret. Enfin, en ce qui concerne la détention avant procès, la durée de détention avant le procès revêt une importance et des inquiétudes très importantes. En 2013, notamment, les autorités ont détenu les prisonniers pendant une période prolongée sans justification appropriée. Certains noms ont été mentionnés dans le rapport de personnes détenues pendant une longue période de temps. Regrettablement, il n'y a pas de renseignements sur la durée maximale ou moyenne en cas de détention avant le procès. Il n'y a pas de statistiques qui indiquent combien de temps les prisonniers sont détenus avant les procès. Ces renseignements ne sont pas disponibles regrettablement d'autres sources non plus. Et pour terminer sur ce point, lorsqu'une personne est arrêtée, l'officier judiciaire ou l'agent de police a 72 heures pour instruire et transmettre le dossier au
procureur. Sous 7 jours, le cas doit saisir un tribunal et le juge a 24 heures pour relâcher le détenu ou ordonner une détention. Selon ces informations, et j'aimerais en savoir plus, une personne peut être détenue pendant 10 jours avant de saisir le juge. Pouvez-vous confirmer que cela soit correct et est-ce que cela respecte la convention dans le cadre de laquelle cette détention ne doit dépasser 48 heures? Permettez-moi de passer aux questions suivantes sur le paragraphe 21 et 23. Je vais rassembler ces questions. Avant de passer à ces questions, nous reconnaissons généralement les progrès réalisés par l'État dans ce domaine. Et en ce qui concerne les conditions carcérales, malgré des problèmes graves, il est clair que l'État déploie des efforts pour faire face à ces problèmes avec des résultats, même si parfois ces résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui est escompté. Et les observateurs et le gouvernement ne sont peut-être pas d'accord sur les résultats, mais la tendance est tout de même très claire. S'agissant des questions que je vais aborder à présent, liberté de réunion, d'association, capacité des organisations des droits de l'homme de fonctionner efficacement, la capacité des journalistes à travailler librement. À présent, bien que la liberté de réunion semble être en théorie bien défendue, en pratique, cette liberté recule selon de nombreux rapports d'observateurs internationaux. Les citoyens membres de l'opposition politique, de groupes des droits de l'homme, ne sont pas en mesure ou autorisés à organiser des manifestations. La loi 433-91, si je ne m'abuse, demande une certification qui doit être soumise à toutes les compétentes sous les 30 jours. Ces manifestations ne peuvent être organisées que s'il y a autorisation. Sans cela, si les organisateurs organisent cette manifestation malgré le manque de permission ou en l'absence de permission, les organisateurs seront punis par 2 mois au plus d'emprisonnement. Les autorités refuseraient, selon certains, ces autorisations de façon courante. Il y a très peu de mesures pour que possèdent ces organisateurs pour faire appel face à un refus d'autorisation. En ce qui concerne la liberté de réunion, ces lois et ces sentences dissuadent la population d'organiser des manifestations et de se réunir. Ces politiques limitent aussi les activités politiques. La capacité à manifester contre des décisions gouvernementales de façon pacifique. Cela entrave la réunion et cela fait partie d'une vie politique normale. Cela semble cela enfreint non seulement la Convention internationale, mais à long terme, cela semblerait saper la sécurité et la stabilité du pays également.
Ces dispositions, comme je l'ai indiqué, sont fréquemment utilisées pour refuser l'organisation de meetings politiques aux organisations politiques. Il s'agit d'un refus d'organisation de manifestations, mais aussi de meetings politiques. Cela a été évoqué dans le cas du parti politique vert du Rwanda. Silmana et Dominique Chilambele qui ont été détenus parce qu'ils avaient manifesté contre le procès de M. Victor Nkapi. Il serait intéressant de savoir dans quelles conditions il se trouve actuellement. Le rapporteur spécial sur la liberté d'expression évoque également le fait que les organisateurs de manifestations pacifiques peuvent être, disons, répréhensibles de par le fait que d'autres personnes participent également à ces manifestations et, disons, pour les y avoir incitées. Donc j'aimerais que vous nous éclairiez à ce sujet. Les ONG ont parfois la plus grande difficulté à être enregistrées et accréditées, là encore selon un grand nombre de rapports. Les organisations internationales des droits de l'homme, quant à elles, doivent être réaccréditées chaque année, si j'ai bien compris, en vertu de la loi. Et la délégation pourrait-elle nous donner des explications quant à ce qui sous-tend, disons, d'imposer autant de restrictions quant à l'accréditation de ces organisations? Combien d'ONG ont-elles été déboutées dans leur demande d'accréditation? Quelle est la durée de traitement d'un dossier d'accréditation? Et y a-t-il encore des demandes qui n'ont pas été traitées? Et si oui, quelle en est la proportion? J'en viens maintenant à des informations faisant état de cas de harcèlement et d'intimidation de journalistes ou de défenseurs des droits de l'homme. Malheureusement, eh bien, ce sont là des cas extrêmement répandus, donc je me bornerai à vous citer un certain nombre de cas concrets qui nous ont été rapportés. Les dirigeants de la Ligue des droits de l'homme, une organisation qui opère dans la région des Grands Lacs, une organisation non gouvernementale indépendante, ont donc été placés en détention d'après les rapports dont nous avons été saisis. Et ils ont été empêchés de voyager librement dans le pays. Et aucune raison claire n'a été évoquée auprès du comité, en tout cas, pour expliquer cet état de choses. Des représentants de la Ligue pour la promotion et la défense des droits de l'homme a lui aussi fait un certain nombre de critiques, ce qui lui a valu une arrestation, disons, expliquée par le fait qu'il aurait soi-disant falsifié des documents. Là encore, j'aimerais que vous nous donniez des informations complémentaires à ce sujet. D'autres allégations portent quant à elles sur une arrestation destinée à modifier un petit peu la structure de la direction de cette organisation. Et puis, d'autres rapports font encore état du fait que des organisations telles que la GRADO, qui sont quant à elles, disons, tout à fait favorables au gouvernement, peuvent, disons, agir sans faire l'objet d'aucune restriction. Pour ce qui est des journalistes, M. Biringiro, un reporter du Weekly Chronicle, a été détenu pour une période de 30 jours après avoir fait une demande auprès de la police pour qu'une enquête soit diligentée autour d'un incident portant sur, disons, des manquements de la part d'agents de la sécurité. Apparemment, ce monsieur se serait vu confisquer son matériel de travail et son portable. Stanley Gatera, éditeur
Un autre journal a quant à lui écopé d'une peine de prison d'1 an pour, soi-disant, disons, s'être rendu coupable de propos discriminatoires envers les femmes et diffamatoires. Là encore, si vous pouviez nous donner un complément d'information au égard à la situation de ces individus, je vous en saurais gré. Le représentant d'une station de radio a quant à lui été arrêté, là encore, selon les allégations, parce que il, disons, aurait été affilié à l'un des partis de l'opposition. Stanley Wright a été informé dès sa détention que les chefs d'inculpation qui pesaient contre lui portaient notamment sur un cas d'extorsion. Il a donc été maintenu en garde à vue pendant 6 heures et il a carrément été expulsé du pays. Enfin, notre comité, dans la liste des points à traiter, souhaitait obtenir des renseignements complémentaires concernant l'affaire Gustave Acanone, coordinateur de l'agence Transparency International, qui a été arrêté en juillet 2013. J'ai cru comprendre qu'une enquête avait été ouverte autour de cette affaire après son arrestation et sa détention, mais j'aimerais avoir une mise à jour de la situation. Ce monsieur a-t-il fait l'objet d'une condamnation? Excuse de l'interprète, en fait, ce monsieur a carrément été assassiné. Donc, pourriez-vous nous dire si l'enquête ouverte autour de ce meurtre a porté ses fruits? Je vous remercie, j'en ai terminé. Merci beaucoup, monsieur Varselashvili. Je donne maintenant la parole à monsieur Politi. Merci beaucoup, monsieur le président. Et tout d'abord, j'aimerais remercier cordialement la délégation pour les réponses qu'elle a bien voulu nous fournir ce matin par le truchement du chef de la délégation. Ces réponses ont apporté beaucoup de lumière autour de questions que j'avais moi-même évoquées. Et pour reprendre vos propos d'hier, Monsieur le Président, l'exercice auquel nous nous livrons est bel et bien un dialogue qui a pour objectif d'aider l'État partie à mettre en œuvre les dispositions du pacte. Nous avons été saisis d'informations émanant de différentes sources et tout ce que nous souhaitons, eh bien, c'est que l'État partie confirme ou infirme les informations fournies par ces sources à la mesure de ses moyens, bien entendu. Permettez-moi d'évoquer 2 points ce matin. Je ne reviendrai pas au problème de la durée de détention avant jugement ou avant même, disons, que le ministère public ne jette un œil aux conditions de l'arrestation et du placement en détention. C'est une question qui a été évoquée par monsieur Varselashvili de façon un petit peu plus développée que je ne l'avais moi-même fait. Donc, j'aimerais maintenant plutôt me pencher sur tout ce qui touche aux disparitions forcées. J'avais souhaité en savoir davantage eu égard à un grand nombre de cas de disparitions forcées au Rwanda, notamment pour l'année 2014. Il semblerait qu'au moins 30 personnes aient fait l'objet de disparitions forcées d'après des informations qui ont été portées à notre attention. Ces 30 personnes disparues, semble-t-il, auraient été arrêtées, puis amenées dans un endroit inconnu et relâchées simplement pour, disons, qu'elles puissent apparaître lors d'une audience. Alors, je ne parle pas des garanties de procédure
concernant, disons, tout ce qui touche la phase d'une procédure judiciaire, c'est-à-dire garde à vue, contrôle de la police, une fonction du ministère public, etc. Ce n'est pas ça que je remets en cause, mais c'est ce qui a précédé, c'est-à-dire le fait que ces personnes aient disparu pendant un certain temps avant, comme je le disais, d'apparaître devant les autorités judiciaires. S'agissant maintenant des cas de torture, la délégation nous a expliqué avoir mis en place une politique de tolérance zéro à cet effet. Je m'en félicite. Néanmoins, certains rapports font état de cas de torture et de mauvais traitements, notamment lors d'interrogatoires. Et ma question est la suivante. Pourriez-vous nous donner un complément d'information concernant ces cas de torture et de mauvais traitements du fait des fonctionnaires publics ou des agents des forces de l'ordre? Est-ce que des actions en justice ont été intentées contre les auteurs? Est-ce que des sanctions ont été prononcées? Est-ce que des condamnations ont été établies? J'aimerais beaucoup que vous m'apportiez des réponses à ce sujet. Et je suis impatient d'entendre des réponses plus approfondies de votre part. Bien sûr, si vous n'êtes pas à même de nous les apporter ce matin, vous avez la possibilité de nous répondre par écrit dans les 48 heures. J'en viens maintenant à la seconde salve de questions et je me pencherai ce matin sur les points 15, 16 et 25. Le point 15 porte sur les garanties de procédure entourant l'indépendance du système judiciaire ainsi que les mécanismes destinés à éviter toute ingérence dans l'administration de la justice. L'État partie dans ses réponses touche du doigt ces questions dans les paragraphes 38 à 42, mais ces réponses se limitent à un aperçu des garanties juridiques relatives à l'indépendance de la justice, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil suprême de la magistrature, mais aussi aux mesures qui sont prises pour veiller à ce que les tribunaux fonctionnent en toute indépendance, notamment vis-à-vis du pouvoir exécutif. Néanmoins, certaines informations qui nous sont parvenues semblent faire état d'un grand nombre de lacunes au sein du système. Tout d'abord, certains délits prévus au Code pénal font l'objet de définitions très vagues, comme par exemple le délit de manquement à la de manquement ou d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est un exemple parmi tant d'autres, ce qui fait que les juges, les procureurs, mais aussi les témoins sont parfois très exposés à des pressions considérables exercées sur eux par le pouvoir exécutif. Et puis, nous avons l'impression que les garanties de procédure ne sont pas toujours respectées, notamment lorsque ce sont les tribunaux militaires, cette fois, qui sont saisis de certaines affaires. D'après des rapports que nous avons reçus, d'éminents membres de l'opposition au parti au pouvoir ont été qualifiés par les hauts responsables du gouvernement comme des personnes d'ores et déjà reconnues coupables d'un certain nombre de délits et fort de cela, on peut difficilement imaginer comment ces personnes pourraient bénéficier d'un procès équitable réalisé par une autorité judiciaire indépendante. Alors,
Dans ce contexte, j'aimerais savoir quelles sont les garanties, procédures et autres mécanismes permettant de réprimer, voire de condamner l'ingérence illicite des autorités, et notamment des plus hautes instances du gouvernement, dans les décisions à rendre par les tribunaux. Existe-t-il des statistiques en la matière et plus précisément, quel est le rôle que joue le Conseil suprême de la magistrature ou du judiciaire, si vous préférez? D'après ce que j'ai compris, suite à la réforme constitutionnelle de décembre 2015, ce Conseil suprême est simplement consulté par le président de la République pour la nomination à des postes extrêmement importants comme le président de la Cour suprême ou encore le président ou le vice-président de la Haute Cour commerciale. Et puis, là encore, c'est le président de la République, après avoir consulté ce Conseil suprême, qui nomme les juges des plus hautes instances, et notamment les juges de la Cour suprême. Alors, j'aimerais que vous m'éclairiez, j'aimerais connaître la composition de ces différents conseils judiciaires et j'aimerais savoir exactement qui est nommé au sein de ces conseils. S'agit-il simplement de juges ou y a-t-il des hauts responsables des autorités qui finissent également par occuper ces fonctions, ce qui ne serait pas sans poser un certain problème. Le Conseil supérieur judiciaire doit quand même garantir le principe de l'indépendance du système judiciaire et de toutes ses fonctions. Donc j'aimerais que vous me rassuriez à ce sujet. Qu'en est-il maintenant du classement ou de déclaration de non-lieu d'un certain nombre d'affaires au pénal impliquant, là encore, des fonctionnaires de l'État et de haut niveau notamment? Des sources ont attiré l'attention du comité sur le fait que les prévenus et leurs avocats avaient parfois du mal à accéder à des éléments de preuve détenus par les autorités et qui pourraient pourtant avoir une incidence majeure dans l'issue du procès. Comme je le disais, les autorités sont parfois réticentes à fournir ces informations ou ces éléments de preuve, ce qui fait que le principe du fameux procès équitable est souvent foulé aux pieds. Dans le paragraphe 41 des réponses de la liste, vous nous dites qu'à compter de 2011, les juges sont formés sur l'application des droits, ou plutôt sur le droit des droits de l'homme au sein des tribunaux internes, mais j'aimerais savoir exactement par quel biais, quels sont les programmes ou les campagnes qui ont été mises sur pied, quel en est l'impact ultérieur. Et comment, grâce à ces formations, les juges veillent à faire pleinement appliquer les droits de l'homme au sein des tribunaux. Et puis, j'aimerais revenir à ce tribunal communautaire Gachacha. Je crois savoir qu'en 2012, c'est une question qui était revenue sur la table. Ça a également été le cas hier après-midi. Le principe du procès équitable doit quand même être assorti d'un certain nombre de règles auxquelles on ne pourrait déroger. Et j'ai cru comprendre que des affaires extrêmement importantes, portant notamment sur des cas de génocide dans lequel auraient été impliquées des communautés locales, n'auraient peut-être pas été traitées et jugées comme il se doit. J'ai cru comprendre que les prévenus ou défendeurs, si vous préférez, avaient fait face à
de grandes difficultés dans le cadre des procès, qu'ils avaient été très mal défendus et que les juges étaient parfois très subjectifs quant à la façon dont ils abordaient ces dossiers. Donc j'aimerais que vous réagissiez. J'en viens maintenant au point 16 qui porte sur les mécanismes destinés à garantir la prestation d'une aide juridictionnelle pour toute personne qui ne pourrait pas, d'un point de vue financier, se permettre d'avoir accès à cette aide. Dans certaines réponses que vous nous fournissez, mais aussi sur la base d'un certain nombre d'autres sources, malgré les efforts déployés par les autorités par le passé, beaucoup de difficultés subsistent encore. L'État partie lui-même fait état de 20 700 cas dans le cadre desquels une aide juridictionnelle aurait été fournie. Vous nous dites également que les membres de l'Association nationale du barreau a prêté main forte à la prestation de cette aide. Vous nous donnez des chiffres concernant, disons, enfin, qui s'étalent sur une quinzaine d'années. Mais j'aimerais en savoir davantage. Outre les avocats enregistrés officiellement sur la liste d'avocats accrédités, existe-t-il d'autres avocats pouvant justement représenter une personne devant un tribunal et ne pas se contenter de leur fournir une orientation juridique? Dans vos réponses, vous nous dites que le ministère de la Justice a nommé dans l'ensemble des 30 districts un certain nombre de ces fonctionnaires pour qu'ils puissent aussi proposer cette aide juridictionnelle. Mais j'aimerais être certain que ce ne sont pas les seuls professionnels justement qui fournissent cette aide juridictionnelle au peuple autochtones, notamment dans les tribunaux. Et puis, comment est-ce que l'État évalue l'efficacité de l'aide juridictionnelle fournie aux personnes démunies ne pouvant pas se permettre les services d'un avocat, puisque ce sont les autorités qui semblent, disons, décider de la nomination des professionnels censés apporter leur aide aux personnes les plus défavorisées. J'aimerais être certain que ces personnes bénéficient d'une défense digne de ce nom. Et puis, qu'en est-il de la situation des mineurs, notamment en ce qui concerne le mécanisme alternatif de règlement des différends dont vous nous parlez au paragraphe 47 de la liste des points? J'en viens maintenant à la question 25 qui concerne les mesures de protection destinées à lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés ou encore des enfants vivant avec le VIH-Sida, des enfants en situation de rue ou nés à la suite d'un viol. L'État partie nous fournit des réponses partielles concernant des mesures destinées à lutter contre la malnutrition chez les enfants ou encore la pauvreté extrême. Et là, je prends note du programme intitulé Une tasse par jour, One Cup a Day. Je me félicite, disons, des efforts consentis pour respecter les droits fondamentaux des enfants, et à commencer par le droit à l'alimentation. Mais subsiste encore un certain nombre de préoccupations et nous aimerions que l'État partie nous donne notamment des statistiques concernant des enfants
exposés aux situations que je viens de mentionner, c'est-à-dire handicap, VIH-Sida, situation de rue, tout particulièrement. Pourriez-vous nous apporter un complément d'information? Quelles mesures concrètes, s'il en est, outre le programme que je viens d'évoquer, qui porte sur le droit à l'alimentation, ont été adoptées ou pourraient l'être à l'avenir pour éradiquer la stigmatisation dont sont victimes ces enfants? Qu'en est-il des mesures entreprises par l'État partie pour juguler, voire éradiquer le travail des enfants? Avez-vous diligenté des études ou réalisé des rapports qui nous permettraient de mieux comprendre l'ampleur du phénomène qui touche le Rwanda? Et puis, nous aimerions également que vous nous donniez un complément d'information sur le type de contrôle effectué par les autorités, notamment dans le domaine laboral, pour éviter absolument que les enfants ne se retrouvent exposés au travail forcé. J'en ai terminé, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Politi. Madame Passartis, vous avez la parole. Remercier la délégation du Rwanda pour les réponses fournies hier. Étant donné qu'on a des contraintes de temps, je vais me contenter des réponses qui ont été fournies hier dans les questions que j'ai posées, en attendant peut-être éventuellement des réponses par écrit. Et je vais procéder directement aux questions de ce matin. Je vais m'arrêter plus particulièrement sur les questions numéro 17, 24 et 26. Je vais essayer d'être le plus bref possible et ciblé afin de permettre à la délégation d'avoir le temps aussi d'apporter des réponses. Concernant la question numéro 17, il s'agit de l'esclavage, la servitude, le trafficking, surtout des personnes vulnérables, enfants et femmes. L'État partie nous offre des détails sur les efforts entrepris, notamment par l'engagement sur un plan international dans les paragraphes 157 à 158 du rapport de l'État partie, ainsi que sur le plan interne avec des mécanismes établis. Mais je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur deux faits. D'abord, l'un est qu'on ne retrouve pas de réponse sur les données statistiques ventillées par sexe ou âge ou pays d'origine de ces personnes victimes. Et là, peut-être, c'est une information qui pourrait nous être fournie par écrit. Mais surtout, je voudrais poser la question et m'arrêter tout particulièrement sur les poursuites engagées pour combattre ou réprimer ce phénomène de trafficking en général. Or, dans le rapport, le paragraphe 158 du rapport, il est fait état de 18 suspects arrêtés entre 2011 et 2013 pour trafic des filles. Et dans la réponse à la liste des questions, au paragraphe 49 à 52, l'État partie mentionne 57 affaires de traite de personnes pour la période 2014-2015 qui ont donné lieu, je cite, à des mises en accusation, dont 21 ont été renvoyées au jugement, 20 ont abouti à des non-lieux si transférés. Est-ce que l'État partie pourrait nous fournir d'informations plus précises sur le nombre de convictions s'il y en a eu,
la nature des peines ou des sanctions imposées aux coupables et surtout si les victimes ont eu droit à réparation. Je tourne maintenant à la question numéro 24 qui tient compte des paragraphes de 281 à 283 du rapport de l'État partie concernant le nombre, ici encore, des enfants non enregistrés et des mesures prises pour éliminer les obstacles empêchant l'enregistrement immédiat des enfants dès leur naissance. Est-ce que l'État partie a à sa disposition des informations à jour concernant le nombre d'enfants non registrés? Les données datant de 2010 font état d'un pourcentage de 63% des enfants qui seraient enregistrés dès leur naissance. Est-ce qu'on a des données plus récentes? Plus particulièrement, selon les rapports, les enfants des migrants ou des réfugiés ne sont pas enregistrés ou il y a des enregistrements qui sont très tardifs. Il semblerait que, selon des rapports, que la loi 14 de 2008 n'est pas appliquée de manière consistante et en plus que cette loi établit des procédures complexes et impose des frais si l'enregistrement n'est pas fait dans un délai de 30 jours. À ma compréhension, cette disposition pourrait avoir des conséquences dissuasives dans l'enregistrement des enfants. Nous apprécierons une réponse plus complète, si vous voulez, de la part de la délégation rwandaise, et notamment s'agissant des enfants des réfugiés et des migrants. Monsieur le Président, j'arrive maintenant à la question numéro 26, se rapportant aux droits des personnes appartenant à des minorités, notamment l'article 27 de notre pacte. Ici, je dois dire que la réponse du gouvernement se tient à des généralités et il faudrait quand même creuser un peu pour pouvoir avoir des réponses de l'État partie, surtout étant donné que dans ses conclusions finales, ce comité avait déjà, il y a quelques années, attiré l'attention de l'État partie sur la non-reconnaissance d'existence de minorités et des peuples autochtones au Rwanda. Dans ses conclusions finales, ce comité demandait à l'État partie de prendre des mesures afin que les membres de la communauté batois en particulier soient protégés contre la discrimination dans tous les domaines, qu'ils disposent de moyens de recours efficaces à cet égard et que leur participation aux affaires publiques soit assurée. Or, cette question a depuis lors été adressée dans de nombreuses enceintes internationales, y compris tout récemment pendant l'examen périodique universel concernant le Rwanda, ainsi que dans des rapports des experts des Nations Unies, comme l'expert Mme Gay McDougall après sa mission au Rwanda en 2011. Dans sa réponse qui est brève, l'État partie parle de personnes historiquement marginalisées. Ce comité aimerait avoir des explications de cette catégorie qui inclurait, selon le gouvernement, les Batois. Vous donnez une réponse dans la liste des questions. Je dois dire que cette réponse n'est pas
totalement suffisante pour expliquer cette catégorie, ce que c'est cette catégorie. On comprend que l'État ne souhaite pas quand même qu'il y ait des instrumentalisations ethniques. On comprend les efforts du gouvernement pour combattre la discrimination de manière générale, mais la non-reconnaissance juridique d'une communauté qui se veut comme telle pourrait avoir des conséquences ou des implications sur la possibilité de cette communauté de jouir pleinement de ses droits, notamment la participation à la vie politique. Il semblerait qu'il y a un Batois représenté au Sénat et celui a été nommé par le président de la République, à l'accès au travail et à l'éducation, mais aussi à des mesures de restitution pour la privation de leurs terres suite à la déposition des terres traditionnelles dans les années 70 et avant. Selon des informations qui sont parvenues à ce comité, les Batois ne bénéficient pas de mesures spéciales de protection, pas de mécanisme établi spécialement par l'État rwandais. Et ma question serait, est-ce que le gouvernement envisage la mise en pied d'une politique spécifique pour protéger cette partie de la population en l'intégrant parallèlement, pleinement dans la société rwandaise? Je note aussi que dans la liste de questions, ce comité a demandé à l'État partie de donner d'informations sur le rapport du Sénat rwandais sur les conditions des personnes marginalisées de 2007. Je n'ai pas vu dans les réponses du gouvernement sa position sur sur ce rapport. Pour l'instant, Monsieur le Président, je vais m'arrêter sur ces questions en demandant l'aide de l'État partie à des réponses précises. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Passartis. Now I pass the floor to Mr. Je cède maintenant la parole à Monsieur Iwasaba. Thank you, Mr. Chairperson. I thank the distinguished delegation. Je remercie la délégation d'avoir répondu aux questions hier et aujourd'hui. J'ai des questions de suivi sur la première liste de points. Question 14. Selon les informations dont nous sommes saisis dans la loi de 2014 sur les réfugiés, il semblerait qu'il y ait une détermination négative de l'asile à soumettre au ministre des Affaires des catastrophes et des réfugiés plutôt que la Cour supérieure. Le secrétariat gère les demandes d'asile. Ainsi, c'est le même ministère, à mon avis, qui examine ses propres décisions de droit. J'aimerais prier la délégation de bien vouloir commenter le processus d'appel. J'aimerais maintenant passer à la deuxième question, deuxième liste des questions. 18, 20, 22. Je vais tenter d'être bref. Je commencerai avec le point 18 sur l'interception de communication. Selon le rapport de l'État partie, la loi numéro 60/2013 permet l'interception de communication lorsque toutes les autres procédures pour obtenir des preuves ont échoué. Comment cela a été interprété en pratique? Je crois comprendre dans ce texte de loi qu'il n'y a pas d'exigence pour justifier une interception.
Est-ce que la loi est interprétée en tant que principe de proportionnalité? Selon le rapport de l'État partie, la loi régit des garanties de procédure pour obtenir une autorisation écrite par le procureur général. Un ordre ne peut pas faire l'objet d'un appel. La loi paraît ne pas demander une autorisation préalable de la Cour. Est-ce que la délégation peut confirmer qu'il n'y a pas d'exigence d'autorisation préalable judiciaire pour l'interception de communication? Si c'est le cas, pourriez-vous expliquer comment une autorisation écrite est suffisante comme garantie dans le cadre d'interception de communication? Question 20. Liberté d'expression. Je commencerai par le cadre juridique pour punir le crime de génocide. Je suis conscient de l'histoire tragique de l'État partie. Je prends bonne note que la loi 84-2013 qualifie la définition du crime de génocide et d'idéologie. Dans différents articles, l'idéologie génocide est décrite telle qu'incitation à commettre un génocide dans l'article 4 et le refus de génocide dans l'article 5. Nous sommes préoccupés par le fait que des crimes tels que l'idéologie de génocide, séparatisme et diffamation pourraient avoir des effets quelque peu glaçants sur la liberté d'expression, bien que l'idéologie génocidaire a été précisée dans une certaine mesure. Il me semble que une certaine imprécision demeure en ce qui concerne l'incitation de la population, article 463 de la loi organique du Code pénal. Nous sommes préoccupés du fait que certaines dispositions sont susceptibles d'être l'objet d'abus pour limiter toute opposition au gouvernement, bien que modérée ou pacifique. La délégation pourrait-elle avoir l'amabilité de répondre au fait que cela pourrait entraver la liberté d'expression? Je voudrais revenir sur les cas spécifiques qui restent sans réponse. Par conséquent, je répéterai simplement la question 20. Veuillez me pardonner la prononciation des noms. Veuillez apporter des commentaires sur l'information sur l'idéologie de génocide et de séparatisme qui reste appliquée contre des dissidents publics tels que Victoire Ingabire, dirigeant du parti d'opposition, Bernard Ntaganda, président du PS Imberakuri, et les journalistes Agnès Nkosi, Ouimana et Saïdati Moukakibibi. Je passerai à la question suivante à présent, portant sur la dépénalisation de la diffamation. Veuillez nous dire ce qui est prévu pour dépénaliser la diffamation. Le rapport de l'État partie indique que par le biais de dialogue national, des discussions avec les parties prenantes sont en cours pour la dépénalisation de la diffamation. Quel est l'état actuel des consultations dans le dialogue national des médias? Veuillez indiquer également si l'État partie prévoit de dépénaliser le crime d'insulte stipulé à l'article 289 et 290 de la loi organique du Code pénal. Je voudrais parler maintenant de délit des journalistes. Un certain nombre de questions restent sans réponse. La loi sur les médias prévoit qu'on peut
Un tribunal peut ordonner aux journalistes de révéler ses sources d'information lorsque cela est considéré nécessaire dans le cadre d'enquêtes de procédure. Y a-t-il des garanties contre l'abus éventuel de cette disposition? Veuillez expliquer comment les sources de journalistes sont protégées par l'État partie. Nous passons maintenant à la question 22. En ce qui concerne l'organisation politique, comme mon collègue Lashvili l'a évoqué, d'ores et déjà, je vais tenter d'être bref. Le chef de délégation a indiqué hier que le Conseil rwandais exécutif permet de faciliter cette procédure. Nous saluons les efforts de l'État partie pour simplifier les procédures de simplification des organisations civiles. Néanmoins, les allégations ont été reçues indiquant que l'État continue d'imposer des restrictions. Nous prenons bonne note du fait que le Rwanda est la troisième économie dans l'Afrique subsaharienne, selon l'indice de la Banque mondiale Doing Business. Un processus d'enregistrement simplifié pour les entreprises y contribue. Est-ce que l'État partie prévoit de simplifier davantage l'enregistrement des organisations civiles et politiques pour poursuivre ce processus de simplification comme cela a été fait dans le domaine des affaires? Ma dernière question maintenant porte sur le RGB, le Conseil rwandais. Nous avons de gouvernance. Nous avons reçu des allégations selon lesquelles le RGB a été impliqué dans la détermination de statut d'ONG. Nous avons entendu que le groupe des droits de l'homme a été repris par des sympathisants du parti au pouvoir. Pourriez-vous indiquer comment le RGB a contribué à déterminer cela? Merci. Merci, Monsieur Waseba. Collègue Yad Venachour, vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier la délégation des réponses qu'elle m'a apportées aux questions que j'ai posées hier. Mais j'aurai une petite question de suivi à poser à la fin de mon intervention tout à l'heure. Pour l'instant, je voudrais examiner la question 19 et la question 27. Sur la question 19, il s'agit de l'application de l'article 18 du pacte. Je crois qu'au Rwanda, nous n'avons pas de problème de discrimination religieuse. Le Rwanda est un pays pluriconfessionnel. Vous nous indiquez dans le paragraphe 242 du rapport que la répartition des croyances se fait selon l'ordre suivant. Il y a au Rwanda à peu près 56% de catholiques, il y a des protestants, 26%, il y a des adventistes du 7e jour, 11%, il y a des musulmans, 4,6%, il y a des non-religieux, et c'est très bien, c'est fondamental, 1,7%, et puis il y a d'autres croyances, comme les croyances traditionnelles des autochtones, et donc je crois qu'on n'a pas de problème véritable au Rwanda au sujet du pluralisme confessionnel. En revanche, nous avons les témoins de Jéhovah qui se plaignent d'une certaine discrimination à leur égard, et notamment une discrimination qui est due au renvoi dans les écoles, au renvoi de certains élèves à raison de leur objection de conscience. Par exemple, leur refus de chanter l'hymne national, leur refus de participer aux cérémonies religieuses à l'école,
ou le refus de payer l'impôt cultuel ou de prêter serment en tenant le drapeau national. Il y a des actions qui ont été engagées devant la justice. Et d'ailleurs, la justice au Rwanda a donné raison aux témoins de Jéhovah, en particulier dans une affaire où le tribunal a jugé, dans une décision rendue le 28 novembre 2014, que s'abstenir de chanter l'hymne national ne devait pas être considéré comme un acte d'irrévérence ou d'irrespect. Donc cette décision a fait respecter la loi, elle a innocenté les élèves et elle a donné droit aux témoins de Jéhovah. Le problème, c'est qu'à cette question, il n'y a pas de réponse, ni dans le rapport de l'État partie, ni dans les réponses à la liste des questions. Vous n'avez pas répondu à cette question, et par conséquent, j'aimerais demander à la délégation si elle pourrait clarifier ce point qui reste encore obscur et sur lequel elle n'a pas donné d'éclaircissement comme je l'ai indiqué, et quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre pour éviter à l'avenir de tels agissements discriminatoires contre les témoins de Jéhovah. Une question plus générale que je voudrais poser à ce propos, est-ce que l'État rwandais pourrait accepter, j'utilise le verbe ici au conditionnel, pourrait accepter de reconnaître l'objection de conscience des témoins de Jéhovah par rapport au service militaire. C'est un problème que cette religion affronte dans un certain pays du monde, pas seulement au Rwanda. Et j'aimerais savoir s'il y a une réflexion ou s'il y a des mesures envisagées pour examiner cette question et trouver des solutions au sujet de l'objection de conscience par rapport au service militaire. Pour la question 27, je serai encore plus rapide sur cette question. Il s'agit de donner des renseignements sur les mesures prises pour diffuser les informations sur le pacte, ainsi que sur la présentation du 4e rapport périodique de l'État partie et son examen par le comité. La réponse ici du gouvernement, c'est de dire que la rédaction du 4e rapport périodique du Rwanda a impliqué un certain nombre d'acteurs, qu'il y a une équipe spéciale qui a été constituée et qu'au sein de cette équipe spéciale chargée de l'établissement des rapports aux organes conventionnels, nous retrouvons des représentants de diverses institutions gouvernementales particulièrement impliquées dans l'application des normes relatives aux droits de l'homme. La question que je voudrais... D'abord, je vous remercie de la réponse, et ensuite, je voudrais que vous précisiez cette réponse de la manière suivante. Quels sont exactement les représentants des institutions non gouvernementales ayant participé à cette équipe spéciale? Par exemple, y a-t-il des représentants des groupes minoritaires? Quels sont les représentants de la société civile au sein de cette équipe spéciale? Au sujet de la question de suivi que j'avais promis de poser, c'est à propos de la Commission nationale des droits de l'homme au Rwanda. Vous nous avez donné des réponses hier, j'en ai pris acte, mais pour compléter notre information, est-ce que je peux demander à l'honorable délégation de nous fournir le texte de la loi, le texte précis de la loi tel qu'il a été publié au journal officiel, c'est-à-dire le texte de la loi 19-2013, tel qu'il a été modifié, bien sûr, en 2013. Nous n'avons pas pu avoir à temps le texte de la loi et j'aimerais bien que le comité ait ce document à sa disposition pour pouvoir
examiner un peu plus en profondeur ce problème de la Commission nationale des droits de l'homme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Benachour. Bien, tengo 4 pedidos de... Très bien, j'ai 4 demandes d'intervention d'autres collègues. Je vous prie de bien vouloir formuler des questions spécifiques pour que la délégation ait le temps de répondre. Monsieur Chani. Merci, Monsieur le Président, puisque c'est la première fois que j'interviens dans ce dialogue. Je voudrais saluer et souhaiter la bienvenue à la délégation du Rwanda et les remercier de l'information fournie jusqu'à présent. Je voudrais rebondir sur les questions de Madame Batarsi et Monsieur Massawa en ce qui concerne le traitement de réfugiés, de demandeurs d'asile au Rwanda. Depuis quelques mois, je crois comprendre que le nombre de réfugiés provenant du Burundi ne fait qu'augmenter. Au vu des événements qui se produisent dans ce pays, je voudrais que la délégation nous informe sur les nouveaux chiffres du nombre de personnes au Rwanda. J'aimerais aussi savoir quel est le statut de ces personnes actuellement au Rwanda. Obtiennent-elles des documents migratoires qui régularisent leur présence dans le pays? Quels sont leurs droits? Seraient-ils admissibles à recevoir des services sociaux au Rwanda? Est-ce que leurs enfants auront droit à l'éducation? Selon certaines informations, le Rwanda envisagerait l'expulsion de ces réfugiés à des tiers pays. Veuillez indiquer si ces informations sont factuelles ou pas, et ce qui est fait pour que les droits de non-refoulement soient appliqués. Pouvez-vous nous dire quel est l'ordre de détermination de statut? Si ce droit a été appliqué ou adopté, est-ce que l'État fournit une aide juridictionnelle dans le cas des réfugiés qui sont particulièrement vulnérables? Est-ce que l'État reconnaît des dispositions axées sur le sexe? Et enfin, s'agissant des conditions des camps de réfugiés, les représentants du Haut Commissariat des réfugiés a publié un document décrivant les conditions dans les camps de réfugiés comme étant difficiles en raison de la surpopulation. La question est de savoir si l'État suit de près la situation et s'il peut actualiser les renseignements et si des améliorations ont été mises en place depuis l'année dernière. Je vous remercie. Monsieur Mouhoumoussa. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la délégation, à l'instar des collègues qui l'ont fait avant moi. C'est particulièrement gratifiant de reconnaître des visages ici. Dans les remarques liminaires, Monsieur le Ministre, vous avez exprimé l'engagement à l'échelon régional et national. Vous avez évoqué les réformes de fond du système juridique, veillant à garantir la protection et la promotion des droits de l'homme. Je salue cela. Veuillez donner des renseignements et exemples supplémentaires de réforme du système national juridique faisant la promotion des droits de l'homme au Rwanda. Vous avez également fait état d'Abunzi. S'agissant des comités à Bunzi,
Y a-t-il une représentation égale de tous les groupes ethniques et tribaux au sein du Rwanda dans ces comités afin de garantir un procès juste et la protection équitable de la loi pour tous les citoyens rwandais? Je vous remercie. Merci. Madame Cleveland, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chairperson. Je vous remercie, Monsieur le Président, puisque j'interviens pour la première fois. Permettez-moi de souhaiter une cordiale bienvenue à la délégation et de la remercier pour les informations qu'elle nous a fournies. J'ai deux questions portant sur le référendum constitutionnel tenu en décembre. L'une porte sur le processus, c'est une question qui suit notre discussion d'hier, et l'autre porte sur le fond des amendements. Concernant la procédure, justement, j'aimerais avoir des éclaircissements concernant la nature de ce processus de référendum. En effet, le comité, le 18 décembre dernier, a cru comprendre que suite à ce référendum, les dirigeants des pays de l'Union européenne se sont dit préoccupés par certaines irrégularités de procédure dans ce référendum. La déclaration conjointe de l'Union européenne se disait préoccupée qu'une semaine avant la tenue du référendum, personne n'avait vraiment expliqué la portée des amendements constitutionnels ou n'avait proposé d'espace de débat. Le projet de texte adopté par le Parlement n'a été rendu public qu'une journée avant la tenue du vote. Donc tout cela fait que toutes les parties n'ont pas eu la possibilité de fournir leurs opinions, alors qu'on leur avait dit pourtant qu'ils auraient la possibilité d'échanger et de faire part de leur point de vue. Les chefs de mission européens ont également regretté le fait qu'aucun mécanisme de surveillance indépendant n'ait été mis sur pied et se sont dit tout particulièrement préoccupés par ces irrégularités de procédure apportées ou touchant aux amendements constitutionnels pertinents. L'article 25 de notre pacte, comme vous le savez, prévoit que dans toute élection et dans tout référendum, eh bien, tout un chacun pourra librement exprimer son opinion. Dans ce contexte, j'aimerais donc en savoir davantage sur ce qui a précédé ou la procédure qui a précédé l'organisation du référendum. Est-il correct que le référendum n'a eu lieu qu'une semaine après son annonce officielle, comme le dit d'ailleurs la déclaration européenne conjointe? Est-il vrai que le projet d'amendement constitutionnel adopté par le Parlement a été adopté quant à lui une journée avant la mise aux voix? Est-ce qu'un mécanisme de surveillance indépendant a donc veillé au bon déroulement du référendum? Si oui, dans quelles conditions? Où dans le pays? Et un rapport a-t-il été publié concernant ce processus? J'aimerais également savoir dans quelles conditions vous devez annoncer donc au préalable la tenue d'un référendum afin que tout le monde puisse s'y préparer. Devez-vous, au regard de législation, diffuser des informations pertinentes ou encore veiller à ce qu'un mécanisme veille au bon déroulement de ces manifestations? Donc, de quel mécanisme disposez-vous pour veiller à ce que le référendum en question se fasse de façon transparente, inclusive et qu'il puisse être accompagné des principes de consultation éclairée et d'obligations réditionnelles? Concernant maintenant la responsabilité présidentielle en matière de violation des droits de l'homme, le comité croit savoir que suite à des amendements constitutionnels, celle-ci prévoit désormais qu'un ancien président de la République ne saurait être poursuivi pour délit de trahison ou violation sérieuse ou délibérée de la Constitution lorsque nos procédures juridiques eu égard à ce délit ont été intentées pendant qu'il était en fonction. Comme vous l'avez dit hier dans vos remarques liminaires, la Constitution protège toute une série de droits de l'homme
Et à la lumière de cet incident, eh bien, la protection apportée au président actuel, mais aussi au président à venir, signifie qu'en fait, il pourrait être protégé, même s'il violait des droits consacrés à la Constitution. Et le président Kagame, ainsi que d'autres présidents à venir, pourraient donc rester impunis face à d'éventuelles violations de ce type. Si aucune action en justice n'est intentée pendant que ces présidents sont en fonction, c'est tout à fait dommageable. L'observation générale 31 du comité réaffirme que l'État a l'obligation générale de faire la lumière sur les violations au titre des dispositions du pacte et se doit de poursuivre en justice les auteurs de ces violations. Donc, cela pourrait bien sûr, à la lumière de cette situation, eh bien, votre pays pourrait se rendre coupable d'un manquement supplémentaire au titre des dispositions du pacte. Et l'État partie, semble-t-il, ne devrait pas, disons, démettre les auteurs de ces violations de leurs responsabilités, et pourtant c'est arrivé par le passé dans le cadre de l'application de la loi d'amnistie. Alors, pourriez-vous nous en dire davantage sur cet amendement bien particulier de la Constitution, et pourriez-vous nous garantir que vous souhaitez quand même donner effet à vos obligations concernant la responsabilité qui est celle de vos chefs d'État en cas de violation des dispositions du pacte? Je vous remercie. Last but not least, Sir Nigel. Sir Nigel, vous êtes le dernier sur ma liste. A couple of follow-up questions to the responses. Alors, quelques questions de suivi, si vous me le permettez, et quelques questions qui portent sur la seconde série. Tout d'abord, je me félicite d'avoir entendu la délégation nous rassurer à maintes reprises concernant le fait que l'amendement législatif, disons, irait dans le bon sens concernant les interruptions de grossesse. Et à la lumière des réponses que vous nous avez apportées hier, il semblerait que le nouveau projet de loi ait pour objectif essentiel de tirer les leçons des erreurs passées, disons, des erreurs ou des lacunes des législations passées. Alors, j'aimerais connaître le contenu exact de ce projet de loi, les raisons de ce contenu et j'aimerais savoir ce qui a amené cet amendement législatif, ou disons la rédaction de ce nouveau projet de loi. Si je vous pose la question, c'est parce que vous nous avez assuré que tous ces éléments seraient dûment pris en compte dans le cadre du débat parlementaire. Concernant maintenant la question du retrait de juridictions compétentes relatives à des plaintes déposées autour ou disons en vertu de la Charte africaine des droits des peuples, d'après ce que nous avons compris, certains, disons, entendaient abuser des droits qui leur étaient conférés en vertu de cette charte, mais je n'ai pas très bien compris les raisons pour lesquelles l'État partie n'avait pas suffisamment confiance dans les entités concernées afin de leur permettre éventuellement de se faire leur propre opinion et de, disons, rendre leur propre jugement, même si je sais qu'un certain nombre de procédures dans le domaine de la justice ne sont pas rétroactives, et là cela ne concerne pas uniquement le Rwanda. Donc vous avez utilisé le terme provisoire ou temporaire, retrait provisoire de ce droit, mais je dois dire que je n'ai pas très bien compris la raison de ce retrait temporaire. Pour en venir aux questions qui m'occupent aujourd'hui, j'aimerais aborder très brièvement l'article 20. Monsieur Iwasawa a fait allusion à des affaires concrètes pour lesquelles il nous manque des informations. Nous ne savons pas pourquoi nous n'avons pas obtenu ces informations, ce qui est d'autant plus dommageable parce que dans l'affaire Admission Kuzi Umana,
Esadati Kukakikibi, excusez-moi pour ma prononciation. Bref, dans ces deux affaires, des violations du droit de ne pas faire l'objet d'arrestations ou de détentions arbitraires ont été violées. Le groupe de travail sur les détentions arbitraires du Conseil des droits de l'homme a même conclu dans ce sens. Alors, est-ce que le groupe s'est fourvoyé? Est-ce que ce n'est pas la réalité des choses? D'ailleurs, je crois savoir que l'État n'a pas donné suite aux constatations du groupe de travail sur les détentions arbitraires. Enfin, concernant maintenant le groupe de questions qui entoure la liberté d'expression, d'assemblée des militants et des défenseurs des droits de l'homme, je me vois dans l'obligation de rappeler à la délégation que le rapporteur spécial sur la liberté de réunion et d'assemblée, dans ses conclusions, et M. Varselashvili l'a souligné tout à l'heure, indiquait donc que l'opposition a exprimé par certains de ses défenseurs rendait malheureusement le processus de réconciliation assez difficile et qu'il exditait également un cadre juridique qui prévoyait de sanctionner assez lourdement tout discours dissident. Bref, le rapporteur sur la liberté d'assemblée et de réunion s'est dit très préoccupé et l'État a donné suite en, disons, réfutant toutes ces affirmations en bloc. Et j'ose espérer que, pour être honnête envers lui-même, l'État parti va s'efforcer de nous fournir des informations plus concrètes. Certes, votre délégation n'aura certainement pas le temps de le faire verbalement d'ici à la fin de la matinée, mais je l'invite instamment à nous fournir des informations beaucoup plus détaillées par écrit dans le fameux délai de 48 heures. Je vous remercie. Thank you very much. Merci, Sir Nigel. Bien, nous en sommes arrivés au terme des questions. Bien sûr, nous avons mis la barre très haut. Je dois dire que le temps, malheureusement, presse. Nous avons quand même pas mal dépassé les limites imparties. Je vous invite à nous retrouver à 11h55 pour poursuivre notre débat.